Bonjour. Pour la première fois dans l'histoire, grâce à l'astronomie spatiale, l'homme peut prendre du recul pour avoir une vue globale de la Terre et comprendre les mécanismes qui ont fait de sa planète une merveilleuse anomalie dans le système solaire, autrement dit, le berceau de la vie. Ce mois-ci, Cassiopée fête donc le printemps en gardant les pieds sur Terre. Une Terre mouvante qui navigue dans l'espace, en vacillant sur son axe. Une Terre qui tremble par ses volcans, qui souffle par ses ouragans, qui rugit par ses océans. Bref, une Terre machine dont les mille rouages compliqués entretiennent sans cesse les équilibres naturels. Des équilibres fragiles, mais des équilibres nécessaires au maintien de la vie. Une Terre menacée donc, et peut-être dès aujourd'hui par l'activité humaine. Alors, écoutez mes invités et regardez passer le vaisseau Terre. Aujourd'hui, Hubert Reeves nous racontera comment le vaisseau Terre naquit il y a 4,5 milliards d'années. André Berger nous expliquera l'évolution des climats terrestres à travers le temps. Titouan Lamazou nous fera partager ses émotions face aux océans. Denis Savoie répondra aux questions des enfants. Pour conclure, comme d'habitude, je vous présenterai le ciel du mois et Yves Delay nous montrera un instrument de son choix. Prenez notre bonne vieille Terre. Au moment de sa formation, rapprochez-la simplement de quelques millions de kilomètres du Soleil. 3 fois rien. Un petit pas de plus vers le Soleil, et ça change tout. La Terre ne serait alors qu'un gros caillou stérile, on est peu de choses. Comme ses deux sœurs, Mars et Vénus, nées avec elle il y a 5 milliards d'années. 3 naissances que nous raconte maintenant Jean-Pierre Luminet. Depuis que l'homme a pris la mesure de l'univers, il sait que la Terre n'est qu'une planète, parmi les 9 grands corps qui gravitent autour de l'étoile Soleil. Toutes les planètes se sont probablement formées au même moment, il y a 4,5 milliards d'années. Mais les planètes sont très différentes entre elles. Il y a des planètes gazeuses et géantes comme Jupiter, et il y a des planètes petites et rocheuses comme la Terre. 3 d'entre elles sont situées dans les mêmes parages du Soleil. De taille et de masse comparables, on les appelle les 3 sœurs, Vénus, Mars, la Terre. Vénus a longtemps été le symbole de la beauté, la déesse de l'amour et du printemps. Recouverte de voiles épais, les hommes rêvaient de caresser sa surface. Le 12 décembre 1962, le vieux rêve s'est brisé. Les signaux émis par la sonde Mariner indiquèrent que la belle n'était qu'un enfer stérile, brûlant et sans vie. Son atmosphère, composée à 95% de gaz carbonique, est 100 fois plus lourde que celle de la Terre. La pression qui règne à sa base est égale à celle que l'on rencontre à 1 km sous la surface des mers. Des vents de 350 km/h emportent d'énormes nuages d'acide sulfurique. Un énorme effet de serre chauffe Vénus à la température de 500 degrés. Sous ce brûlant linceul, la surface de Vénus exhibe des plaines bosselées. D'immenses champs de lave ont jailli de volcans jadis actifs. Vénus a eu dans son passé de grandes quantités d'eau, mais celle-ci a bouilli. Vénus est aujourd'hui desséchée. Qu'en est-il de Mars, la rouge, la couleur de la colère et du sang, le dieu de la guerre? Mars est 2 fois plus petite et 10 fois moins massive que la Terre. Son atmosphère est 100 fois moins dense et comporte 95% de gaz carbonique. La température ne monte qu'à 0 degré et le gaz carbonique reste gelé au pôle, emprisonné dans des calottes polaires qui changent de couleur au gré des saisons martiennes. À la surface, pas de canaux, ni de vastes prairies, mais un relief étrange, fortement accentué. Le canyon de la vallée Marineris a 4000 km de long et 5 km de profondeur. Le mont Olympus s'élève à 24 km au-dessus des plaines. Il y a eu jadis de l'eau sur Mars, d'immenses rivières dont on voit les lits asséchés, des mers et des océans. C'était il y a 4 milliards d'années. Aujourd'hui, Mars est un désert froid et stérile. Entre les deux, la Terre gravite paisiblement à 150 millions de kilomètres du Soleil. C'est la seule planète où l'eau existe à l'état liquide. Recouvrant les 3/4 de la surface,
Cette eau emmagasine la chaleur du Soleil et régule la température moyenne. La Terre est aussi la seule planète dont l'atmosphère contienne de l'oxygène et très peu de gaz carbonique. Cette minuscule quantité de gaz carbonique joue pourtant un rôle essentiel. Il maintient la température moyenne à la valeur clémente de 14 degrés. Sans lui, il ferait moins 20. Les océans gèleraient et la vie telle que nous la connaissons serait impossible. La Terre est une étrange et merveilleuse anomalie dans le système solaire. C'est le berceau de la vie. Mais tout semble s'être joué à presque rien. Alors, les scientifiques s'interrogent sur celle qu'ils appellent affectueusement la planète miracle. Hubert Reeves, bonjour. Bonjour. Alors comment expliquez-vous qu'il y ait une telle différence entre ces trois planètes, pourtant très proches les unes des autres, au point qu'on les appelle les trois sœurs? En tout cas, on a le sentiment qu'elles ne font pas partie de la même famille. Oui, il y a effectivement plusieurs facteurs qui interviennent. Par exemple, la distance au Soleil. Mars est la plus lointaine, la Terre et Vénus. Ce qui veut dire que la quantité de chaleur et de lumière qui vient du Soleil diffère. Vénus en reçoit un peu plus, la Terre un peu moins et Mars encore moins. Mais ce ne sont pas des différences très importantes. Ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que ces trois planètes avaient au départ des atmosphères tout à fait identiques, c'est-à-dire surtout du gaz carbonique. Oui. Et ce qui s'est joué au début, qu'on ne comprend pas très bien, c'est à peu près ceci. Par exemple, sur la Terre, où est passé le gaz carbonique initial? Eh bien, il est dans le fond des océans. C'est que la Terre a de l'eau liquide, les océans, et cette eau a pu absorber le gaz carbonique et le déposer sous forme de carbonate et de calcaire. Sur la Vénus, c'est manifestement pas cela qui s'est passé parce que toute cette atmosphère de gaz carbonique est là, présente, et cette atmosphère a créé, comme on l'a dit, un effet de serre très important qui ne permettrait pas aujourd'hui d'avoir de l'eau liquide. Cependant, si on se dit qu'est-ce qui s'est passé dans le passé, comment se fait-il? Parce qu'il faut que ça s'enclenche. Si vous n'avez pas d'eau, vous ne déposez pas de carbone dans le fond des océans. Si vous en avez, vous pouvez le déposer. Qu'est-ce qui fait que la Terre a réussi à déposer le gaz carbonique? C'est le fait qu'il y avait de l'eau. Pourquoi Vénus n'a-t-elle pas d'eau liquide? C'est parce qu'il fait trop chaud. Vous voyez, on a ce problème de la poule et de l'œuf qu'on ne comprend pas très bien. Alors par exemple, sur Mars, justement, on dit qu'il y a eu de l'eau. Dans le film, on l'a vu. Alors est-ce que ça veut dire qu'il y a une vie sur Mars qui s'est subitement arrêtée ou au contraire? C'est ce qu'on pense. On n'a pas de certitude à ce sujet. On sait qu'il n'y en a plus aujourd'hui. Il n'y a plus d'eau liquide. Il y en a vraisemblablement eu dans le passé. Mais il est vraisemblable qu'à la période où Mars était plus chaude, il y a eu des êtres vivants tout à fait minuscules. On ne pense pas qu'ils puissent avoir une vie très développée. C'était pas des hommes. On ne croit pas. Certaines missions qui doivent partir bientôt vers Mars le vérifieront. Mais il y a eu beaucoup d'histoires récemment au propos d'une découverte qu'on a faite sur la Terre. On a découvert que certaines bactéries terrestres peuvent vivre dans la pierre, dans les couches entre la pierre, simplement avec le fait que de l'eau vient dissoudre la pierre. Ce qui est une forme de vie extrêmement primitive et on a lancé l'idée que cette forme de vie pourrait bien exister encore sur Mars, puisque même s'il n'y a plus d'eau à la surface de Mars, il pourrait y avoir de l'eau interstitielle, comme on dit, et qu'on pourrait trouver là une forme de vie tout à fait primitive. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait passionnant. Comment est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Est-ce qu'il y en a eu? Ça nous dirait quelque chose, bien sûr, sur le développement de la vie, et c'est quelque chose qu'on saura dans les années à venir. Et on pourrait peut-être aussi même envisager que, par exemple, sur Vénus, qui a encore une atmosphère très très forte, si l'univers continue à évoluer, l'atmosphère pourrait se transformer sur Vénus et peut-être cette planète pourrait devenir habitable. C'est envisageable, ça? C'est extrêmement improbable, parce qu'il faudrait aller contre cet énorme effet de serre. Encore une fois, il faut avoir de l'eau. Pour absorber le gaz carbonique qui est présent sur Vénus, il faudrait avoir de l'eau. Tandis que sur la Terre, il y a de l'eau, ce qui fait que le gaz carbonique s'est transformé en carbonate, donc il ne fait pas chaud. Vous voyez, ce sont une espèce de dissymétrie, de dichotomie dont on ne voit pas très bien comment ça a commencé. Et il y a 4,5 milliards années, c'était donc le début du système solaire. Et alors pourquoi est-ce qu'il y a des planètes gazeuses? On dit des planètes gazeuses, des planètes rocheuses. Est-ce que c'était dès le départ Oui, c'est pas tout à fait correct. On pense aujourd'hui que toutes les planètes, y compris Jupiter et Saturne, ont un noyau rocheux
qui est tout à fait semblable à la Terre et en fait plus gros que la Terre. Ce qui différencie vraiment les planètes, c'est que certaines planètes ont des atmosphères énormes. Jupiter, 100 000 km, la Terre, quelques centaines de kilomètres. Pourquoi est-ce que les planètes qui sont proches du Soleil ont des atmosphères vraiment minuscules, les planètes lointaines ont des atmosphères énormes? La raison, c'est la suivante. Les atmosphères de Jupiter et de Saturne sont composées en majeure partie de gaz très légers, hydrogène et hélium. Si la Terre avait eu au départ, et elle a probablement eu au départ, comme c'est une atmosphère importante, cette atmosphère se serait évaporée dans l'espace. Pourquoi? C'est toujours la question de distance au Soleil et de température. En d'autres mots, sur Jupiter, la température est suffisamment faible parce qu'on est suffisamment loin du Soleil pour que l'hydrogène et l'hélium, qui sont les composants les principaux, puissent rester captifs autour de ces noyaux solides. Tandis que sur Mars, sur la Terre, sur Vénus et sur Mercure encore plus, qui n'a vraiment aucune atmosphère, on n'a pas pu les garder parce qu'on était trop près du Soleil. Donc Hubert Reeves, on peut dire que la Terre, c'est une merveilleuse anomalie dans le système solaire, puisque c'est la seule planète à vivre en harmonie dans un monde plutôt hostile. Et comme le dit Jean-Pierre Luminet, la Terre, c'est aussi un vaisseau qui navigue dans l'espace, et vous allez voir que ce vaisseau n'est pas toujours très calme. Terre mouvante, terre violente. Le présent et l'avenir de la Terre se jouent là-haut, au cœur même de l'atmosphère et en bas, au sein des océans. Atmosphère agitée, avec ses tourbillons et ses ouragans, son balai frénétique des nuages. Océan secoué de terrifiantes colères. Océan gardien aussi des équilibres de la planète. Car la Terre, en équilibre, est aussi paisible, radieuse et féconde. Cycle de l'eau, respiration des forêts, activité biologique, transfert inlassable des énergies. Tout ce qui se passe sur Terre participe à la ronde générale des équilibres. C'est la terre de la vie, la terre des hommes. La planète sommeille et s'éveille au gré des rayons du soleil. Elle tourne et elle vit grâce à l'énergie que le soleil lui envoie. Sur son chemin, l'énergie du soleil rencontre d'abord l'atmosphère terrestre. Une atmosphère qui en capte une partie, en réfléchit une autre, mais laisse plus de 80% parvenir à la surface de la planète. Suivant sa nature, cette surface réfléchit une partie de l'énergie qui lui parvient. Le reste est absorbé. Le feu, l'air, l'eau, la terre, les 4 éléments qui, selon les anciens, structuraient le monde, sont appelés aujourd'hui soleil, atmosphère, océan, continent. Tous échangent de l'énergie et font de notre Terre une formidable machine thermique. Mais cette machine est avant tout un grand vaisseau qui roule dans l'espace, tournant sur lui-même en 23h56 au rythme des jours, tournant autour du Soleil en 365 jours un quart au rythme des années. Ainsi l'a dit le poète. Enlaçant l'homme, enlaçant tout, s'avancent les 365 irrésistiblement autour du Soleil. Le divin navire fend la divine mer. Donc en résumé, on peut dire que la Terre tourne sur elle-même en à peu près 24 heures, autour du Soleil en 365 jours, le tout à la vitesse de 100 000 km/h. À quoi sont dus ces grands mouvements? Oui. Pourquoi les planètes tournent autour du Soleil? Oui. Pourquoi le Soleil tourne sur lui-même? Pourquoi la Terre tourne sur elle-même? Pourquoi la Lune tourne autour de la Terre? Eh bien, tout ça, ce sont comme des souvenirs, des vestiges du moment de la formation du système solaire. Le système solaire, on le sait maintenant, s'est formé à partir d'un grand nuage de gaz dans la galaxie, comme on en voit beaucoup dans la Voie lactée, et ce nuage tournait sur lui-même. Et puis, quand le système s'est formé, le système solaire, le Soleil au centre, les planètes, bien, ils ont conservé ce souvenir. Donc, c'est un vestige des premiers temps du système solaire, quand il y avait cette nébuleuse appelée protosolaire qui tournait sur elle-même et qui entraîne maintenant tous ces corps célestes dans leur mouvement. Hubert Reeves, nous vivons au rythme des saisons, le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. À quoi sont dues les saisons? Alors là, je vous ai préparé un petit dessin que vous avez ici. J'ai mis le soleil,
j'ai mis la Terre, évidemment, tout ça n'est pas à l'échelle. Oui. Et le mouvement de la Terre autour du Soleil, dans ce dessin, il va comme ceci. Alors, le point essentiel, c'est que l'axe de rotation de la Terre tourne autour d'un axe, voilà le pôle nord, voilà le pôle sud. Cet axe de rotation n'est pas perpendiculaire au plan de l'orbite. Alors, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait que, par exemple, quand on est ici l'été, la Terre est ici l'été, elle est là l'hiver. Quand on est en été, vous voyez que pour les gens de l'hémisphère nord, le soleil monte très haut sur l'horizon. Oui. Donc, il fait chaud. Oui. Pour les gens qui sont dans l'hémisphère sud, au contraire, il monte beaucoup moins. Donc, c'est plus froid, il y a moins de chaleur. Mais quand on arrive à l'hiver, eh bien, c'est l'inverse. Ce sont les gens de l'hémisphère sud qui ont le soleil plus ou moins au-dessus de la tête, pas tout à fait, mais presque, tandis que les gens de l'hémisphère nord, comme nous, ne voient qu'un pâle soleil qui ne s'élève pas très haut au-dessus de l'horizon. Et la différence essentielle, elle est donc due au fait que l'axe de rotation de la Terre n'est pas perpendiculaire à ce plan de rotation de la Terre autour du Soleil. Le Soleil est prépondérant pour nous, mais la Lune aussi. Eh bien, on connaît bien les marées. Tout le monde a vu l'eau monter en Bretagne ou ailleurs, ce phénomène des marées, qui est dû au fait que la Lune exerce un effet d'attraction sur la Terre. Cette attraction a pour effet de déformer un peu les océans, de soulever les océans, à la fois dans la direction de la Lune et dans la direction opposée. Alors, une conséquence évidente de cela, c'est que si la Lune exerce un effet de marée sur la Terre également exerce une beaucoup plus puissante marée sur la Lune parce que la Terre est beaucoup plus grosse. Alors, cette marée sur la Lune a eu un effet intéressant, c'est que la Lune nous présente toujours la même face. C'est-à-dire que dans son mouvement autour de nous, nous ne voyons jamais ce qu'on appelle la face cachée de la Lune. C'est vrai. Et ce phénomène de marée a encore une conséquence intéressante, c'est qu'il dépense de l'énergie, et cette dépense d'énergie a un double effet. D'abord, la Lune s'éloigne lentement de nous, et d'autre part, la vitesse de rotation de la Terre sur elle-même diminue. Aujourd'hui, la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Nous savons qu'il y a quelques centaines de millions d'années, c'était 16 heures. Et cela augmente, la Terre va se ralentir progressivement. Alors, un aspect anecdotique, mais quand même intéressant, c'est qu'aujourd'hui, nous avons les éclipses de soleil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Lune passe devant le Soleil et il se trouve que les distances sont tout à fait appropriées pour que la Lune cache exactement, ou presque, le disque solaire, nous permettant de voir la couronne, très beau spectacle. Mais à l'avenir, si la Lune se déplace, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'arrivera plus à cacher exactement le Soleil, c'est-à-dire que même au moment de l'éclipse, il y aura un petit anneau de lumière qui va aller en croissant au cours des années, et que nous sommes privilégiés à notre période d'avoir des éclipses de Soleil qui cachent exactement le Soleil et nous permettent de voir la couronne solaire. Et comment peut-on s'apercevoir que la Terre tourne sur elle-même? Eh bien, la façon la plus évidente, c'est simplement de regarder les constellations. Aujourd'hui, nous savons que ce mouvement des constellations correspond bien à une rotation de la Terre sur elle-même. On peut aussi le faire avec le pendule de Foucault, c'est plus subtil, mais oui, ça montre également cette rotation en 24 heures. En quoi consiste le pendule de Foucault? Alors, le pendule de Foucault, c'est un pendule que vous pendez au plafond et vous le mettez en mouvement et il bouge comme ceci. Et il se passe cette chose étrange, c'est que si vous le regardez pendant un certain temps, plusieurs heures, vous voyez ce pendule qui se met à osciller, c'est-à-dire que son plan d'oscillation n'est pas toujours dans la même direction. Et si on était situé au pôle exactement, on verrait que le plan d'oscillation du pendule fait un tour complet sur lui-même. Et c'est cette rotation qui nous donne une base, c'est-à-dire ce plan qui nous donne une base, c'est-à-dire qui nous permet de dire que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Mais Hubert, vos explications sont parfaites. Vous faites partie de ces personnes qui nous donnent envie de mieux connaître la science, pour les grands, mais aussi pour les petits. D'ailleurs, nous avons emmené un groupe d'enfants au Palais de la Découverte en compagnie de Denis Savoie, et vous allez voir que même à 6 ans, on se pose de sérieuses questions. Pourquoi le ciel, il est bleu? Pourquoi y a-t-il des pleines lunes? Pourquoi la Terre, elle est ronde? La Terre peut-elle rentrer en collision avec le Soleil? Pourquoi fait-il chaud en été et froid en hiver? Est-ce que la Terre, elle tourne vraiment ronde? La Terre ne décrit pas un cercle autour du Soleil. Elle décrit ce qu'on appelle une ellipse, qui se rapproche d'un cercle.
C'est au XVIIe siècle qu'un astronome qui s'appelle Kepler a montré que les planètes décrivent autour du Soleil des ellipses. Alors pourquoi une ellipse ? Eh bien ça, c'est Newton qui l'a montré plus tard au XVIIe siècle. Une planète qui est soumise à l'attraction du Soleil décrit une ellipse autour de ce Soleil. Depuis quand on sait que la Terre est ronde ? Alors on sait que la Terre est ronde depuis très longtemps, depuis au moins le 5e siècle avant notre ère. C'est donc une découverte qui est relativement ancienne. Et contrairement à l'idée qu'on se fait habituellement, ce n'est pas Galilée qui a dit que la Terre était ronde, c'était quelque chose de connu dès la haute Antiquité. La Terre est-elle pesée avec les hommes ou sans les hommes ? On pèse la Terre avec les hommes, si tu veux. Mais en considérant par exemple qu'on est 5 milliards d'individus, ça fait beaucoup, mais en fait, notre poids est complètement négligeable face à la masse de la Terre. C'est tout petit, la masse des hommes, face à notre planète. Nous abordons maintenant la deuxième partie de Cassiopée, les grands froids venus de l'espace. Hubert Reeves nous a décrit tout à l'heure les grands mouvements de la Terre. Ces grands mouvements, malheureusement, ne sont pas stables. Dommage, c'était trop simple. Avec des échelles de 20 à 100 000 ans, il se produit des décalages, certes minimes, mais très importants pour les climats terrestres. Un homme a consacré sa vie à étudier ces variations. Il s'appelle André Berger. Nous allons le retrouver dans quelques instants. Au cours des 7000 derniers siècles, la Terre a connu 7 âges glaciaires, séparés par des épisodes plus cléments. Nous sommes aujourd'hui dans une période interglaciaire commencée il y a 11 000 ans. Allons-nous doucement vers un nouvel âge du froid? Pour le savoir, il faut comprendre ce qui peut causer les changements de climat sur plusieurs millénaires. Les astronomes pensent avoir trouvé la solution. Selon eux, les modifications des positions relatives de la Terre et du Soleil font varier la quantité et la répartition du rayonnement solaire. Autrement dit, les grands froids viennent de l'espace. Le premier pas vers la théorie astronomique des glaciations fut accompli par l'astronome Hipparque il y a 2000 ans. Il découvrit que l'axe de la Terre, pareil à celui d'une toupie, a un mouvement giratoire tandis qu'elle tournoie dans l'espace. En fait, les paramètres orbitaux de la Terre, que l'on croit stables sur nos petites échelles de temps humaines, varient lentement au cours des âges astronomiques. Au XIXe siècle, l'Écossais James Croll mit à jour les 3 variations critiques du mouvement de la Terre. La première variation, c'est le balancement de l'axe de rotation terrestre découvert par Hipparque. Ce mouvement appelé précession a un cycle de 26 000 ans. La seconde variation affecte l'inclinaison de l'axe, c'est-à-dire l'angle qu'il fait avec la perpendiculaire au plan de l'orbite. Cette inclinaison, qui est la cause même des saisons, varie entre 22 et 24 degrés, selon un cycle de 41 000 ans. La troisième variation change la forme même de l'orbite terrestre. Cette orbite, aujourd'hui presque circulaire, devient fortement elliptique selon un cycle de 100 000 ans. Tous ces mouvements font varier la distance de la Terre au Soleil et l'angle sous lequel le rayonnement solaire frappe tel ou tel point de la surface terrestre. Ils se combinent entre eux de façon complexe. C'est le mathématicien Milutin Milankovitch qui, dans les années 1920, montra comment la théorie astronomique pouvait expliquer la périodicité des climats. Quelques pourcents d'ensoleillement en plus ou en moins suffisent pour provoquer sécheresse ou glaciation. Depuis, de nombreuses observations géologiques ont confirmé l'influence de ces phénomènes astronomiques sur le climat à long terme de notre planète. Si les climatologues expliquent aujourd'hui la périodicité des âges glaciaires, ils sont incapables de dire avec certitude si pour les prochaines décennies la Terre s'achemine vers une période plus chaude ou une période plus froide. Alors en attendant, profitons du soleil. André Berger, bonjour. Alors vous êtes paléoclimatologue, c'est-à-dire que vous vous intéressez à la reconstitution des climats depuis des dizaines, des centaines de milliers d'années. On remonte jusqu'à quelle époque? On sait en gros quel était le climat de la Terre il y a combien de temps ou plus loin? À peu près depuis l'origine de la Terre. Évidemment, ce qui se passe, c'est que la précision avec laquelle nous le connaissons et le détail avec lequel nous connaissons cette information se détériore au fur et à mesure où on remonte dans l'histoire du passé de la Terre. Mais en gros, la dernière période glaciaire dans laquelle nous sommes entrés il y a à peu près 2 à 3 millions d'années est connue avec une précision qui suffit largement pour décrire les grands éléments des variations climatiques. Donc c'est la période que nous vivons. Finalement, nous sommes dans l'ère quaternaire.
qui est une période plutôt froide, plutôt chaude? Nous sommes dans une période glaciaire, celle du Quaternaire. Alors, 95% de l'histoire de la Terre subit des climats relativement chauds. C'est seulement pendant 5% du temps que la Terre plonge dans des périodes dites glaciaires. Et il se fait, comme par hasard, que nous sommes dans une de ces périodes glaciaires qui dure depuis à peu près 2 millions d'années. Ah bon, donc on n'a pas de chance. Enfin, en tout cas, pour ceux qui aiment le soleil, il pourrait faire beaucoup plus chaud sur Terre en ce moment. Il pourrait faire beaucoup plus chaud, mais il ne faut pas trop nous plaindre malgré tout, parce que cette période glaciaire est caractérisée par des oscillations entre deux états extrêmes que l'on appelle des glaciaires et des interglaciaires. Et ces oscillations ont été mesurées, et la période principale de ces oscillations, c'est à peu près 100 000 ans. Mais il y a superposé à cette grande oscillation des oscillations à période un peu plus courte de l'ordre de 40 000 et de 21 000 ans. Et ces oscillations sont telles que, par exemple, on peut dire avec une très bonne précision ce qui s'est passé il y a 20 000 ans. Il y a 20 000 ans, la Terre a subi son dernier maximum glaciaire important. Il y avait 50 millions de kilomètres cubes de glace en plus sur la Terre à cette époque que maintenant. Et la température moyenne de la Terre à cette époque était 5 degrés plus basse qu'à l'heure actuelle. Vous avez raison, il ne faut pas nous plaindre. Il ne faut pas nous plaindre. Et nous sommes toujours dans une période de réchauffement maintenant. Parce que depuis, à la suite de ce maximum glaciaire, la glace excédentaire a fondu. Et il nous est resté le Groenland et il nous est resté l'Antarctique. Et ensuite, de quoi le climat est entré dans une période dite interglaciaire. C'est pour ça que nous ne devons pas nous plaindre. Non. Et cette période interglaciaire dure toujours depuis qu'elle a commencé il y a à peu près 6 000 ans. En fait, il y a 6 000 ans, la température était plus élevée qu'à l'heure actuelle. Pas beaucoup, peut-être 1 degré ou 2. Et depuis cette époque, nous allons donc vers un refroidissement. Et ce refroidissement lent, très faible, mais absolument certain. D'accord. Alors, avant de vous faire parler de l'avenir, moi, je voudrais juste revenir un petit peu en arrière. Il y a 20 000 ans, donc quand on est dans ce pic de l'oscillation, il fait très très froid, il y a beaucoup de glace sur la Terre. Comment vit l'homme? Quelle allure il a dans cet environnement un peu hostile quand même? Eh bien, nous allons d'abord décrire l'environnement hostile et voir que, par exemple, il y a 20 000 ans, le nord de l'Europe, le nord de l'Asie, le nord de l'Amérique du Nord était couvert de glace. Et l'épaisseur de ces calottes polaires était de l'ordre de 2 km. Elle s'étendait jusque New York, jusque Londres, jusque le nord des Pays-Bas et de l'Allemagne. Et ces conditions extraordinairement drastiques, on a pu les vérifier en France, par exemple, où le climat du nord de la France ressemblait au climat de la Sibérie à l'heure actuelle. Et dans le sud, les gravures rupestres d'une grotte telle que Lascaux montrent un climat relativement rude. Et toute cette information, nous l'obtenons grâce à l'analyse de ce qu'on appelle les carottes de glace dans le Groenland et dans l'Antarctique, et également dans l'analyse des carottes sédimentaires que l'on extrait du fond des océans ou des continents. Alors André Berger, je voudrais qu'on s'arrête un instant sur ces carottes de glace qui sont vraiment la mémoire, qui sont une vraie bibliothèque de ce qui s'est passé depuis 250 000 ans environ. Oui, on possède maintenant l'information relativement bien détaillée sur les 250 000 dernières années. On possède des informations sur la température locale dans la région de l'Antarctique, sur la concentration en CO2 dans l'air, qui est un paramètre global de toute la Terre, sur d'autres informations locales, telles que les poussières, par exemple, dans la région de l'Antarctique. Alors, André Berger, on a l'impression, dans le sens commun, que ces variations de climat, elles sont dues, pour résumer, à des variations de la distance entre la Terre et le Soleil. On se dit, c'est le bon sens, plus le Soleil est près, plus il fait chaud. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On l'a vu grâce à la théorie de Milankovitch. En fait, ce sont des paramètres dans les mouvements de l'orbite terrestre qui vont influencer le climat sur Terre. Il faut bien replacer le problème qui est un problème de géométrie et d'astronomie relativement simple finalement. Bon, il y a un mouvement que tout le monde comprend et que tout le monde connaît, c'est le mouvement saisonnier, le mouvement annuel. Ensuite de quoi il se fait que la forme de l'orbite de la Terre change également et cette forme changeante va avoir un impact sur la distance de la Terre au Soleil au fur et à mesure des âges. D'accord, c'est le deuxième paramètre. Il y en a un troisième. Alors il y a un troisième paramètre qui est un peu plus subtil et qui est une mesure de la distance de la Terre au Soleil en été. Et il se fait qu'à l'heure actuelle, et c'est ça qui est toujours difficile à comprendre pour celui qui ne connaît pas la géométrie et l'astronomie, il se fait qu'à l'heure actuelle, nous vivons une situation particulière parce que l'été de l'hémisphère nord se passe précisément au moment où la Terre est le plus loin du Soleil. Vous montrant par là que la distance n'est pas ce qui conditionne les saisons, mais ce qui module la grandeur, l'intensité d'une saison déterminée. Il y a une chose extraordinaire que nous avons découverte à ce propos, c'est que l'époque que nous vivons maintenant à l'échelle géologique est exceptionnelle.
les variations de l'énergie solaire que nous recevons donc du Soleil sur Terre, ces variations sont extrêmement faibles. Et en fait, ce type de situation ne s'est présenté que 2 autres fois au cours du dernier million d'années, vers 400 000 avant notre ère et vers 780 000 avant notre ère. Et donc ces périodes-là, cette période que nous vivons avec une faible variation du rayonnement solaire reçu sur Terre va encore se prolonger pendant à peu près 50 000 ans. Dès lors, nous en avons conclu, et les modèles le confirment, que nous ne pouvons nous attendre à une prochaine poussée glaciaire que d'ici à peu près 60 000 ans. Non. Elle serait suivie d'un petit réchauffement, et enfin, nous plongerions dans un maximum glaciaire dans à peu près 100 000 années. André Berger, je vous propose de faire cette conclusion provisoire qui est évidemment très frustrante pour ceux qui vous écoutent, car on a envie de savoir si l'influence de l'homme sur le milieu peut engendrer des changements de climat de façon un peu structurelle, en tout cas sur des échelles de 100 000 ans. Tout de suite, regardez notre rubrique Astronet et vous serez alors branché sur l'actualité. Sur les autoroutes de l'information, les stations de service web continuent de fleurir. Mais pour les surfeurs d'Astronet, c'est sur le STSCI que nous vous donnons rendez-vous ce mois-ci. Ce cliché exceptionnel, regroupant 342 vues différentes de quelques milliers de galaxies, a été présenté au cours d'une réunion à la Société astronomique américaine. On y distingue des galaxies spirales et elliptiques, mais aussi des galaxies aux formes étranges. Certaines seraient les premières galaxies, nées 1 milliard d'années après le Big Bang, de quoi permettre aux astrophysiciens d'étudier les différentes phases évolutives des galaxies. Toujours sur Hubble, on vient de découvrir de nouvelles nébuleuses de gaz provenant d'étoiles mortes. Situées à 3000 années-lumière de nous, voici la nébuleuse de l'œuf. Ces nuages de gaz illuminés par l'étoile en train de mourir se répandent à la vitesse de plusieurs kilomètres par seconde. Voici la nébuleuse planétaire du Sablier, et dans la constellation du Cygne, la nébuleuse NGC 7027, elle aussi, à 3000 années-lumière de la Terre. Quittons Hubble pour surfer sur le net de l'ESO. On vient de s'apercevoir que le noyau de la comète Schassmann-Wachmann 3 s'est fragmenté en 4 morceaux. Des chercheurs de l'observatoire de Meudon avaient récemment constaté que la chevelure de la comète dégorgeait beaucoup trop de vapeur d'eau. Puis en octobre, le noyau de la comète au plus près du Soleil était devenu 1000 fois plus brillant que prévu. C'est en décembre que les clichés de l'observatoire de l'ESO donnèrent la preuve du noyau coupé en 4. Hélas, cela remet en cause la mission Rosetta, qui avait pour objectif d'aller piquer de la matière cométaire sur le noyau lui-même. C'est sur le serveur de la NASA que vous trouverez les dernières nouvelles de Mars, et nous ne sommes pas au bout de nos surprises avec la petite planète rouge. En effet, 2 chercheurs américains viennent de réanalyser les données provenant de la sonde Viking 2 et ont montré que l'hémisphère sud de la planète était surélevé de 6 km par rapport à l'hémisphère nord. De même, le centre de gravité se trouve décentré de 3 km, toujours du côté de l'hémisphère sud. On va peut-être enfin comprendre l'histoire de sa formation. Des nouvelles de la Terre sur le web de l'ESA. Depuis le 20 avril 1995, le satellite ERS-2 observe notre planète bleue et effectue des relevés très précis sur la quantité d'ozone de notre atmosphère. C'est autour des pôles que l'on vérifie le mieux l'altération de cette couche, ce qui n'est pas sans inquiéter les climatologues. Retour au thème central de Cassiopée, le vaisseau Terre. Qui dit vaisseau dit mer et océan l'océan c'est 70% de la Terre. Finalement, Véronique, votre vaisseau prend l'eau. Plus sérieusement, l'eau c'est la vie et l'avenir de l'homme. Étudier la marche des océans, c'est lire dans notre avenir. Dans quelques instants, nous allons retrouver pour en parler Hubert Reeves et André Berger, avec un nouvel invité qui a consacré sa vie aux océans. Mais tout de suite, pour comprendre les mouvements de la mer, prenons un peu de hauteur avec le satellite Topex Poséidon. Observé depuis l'espace, l'océan devient peu à peu plus transparent. Aujourd'hui, les satellites d'océanographie permettent d'étudier globalement les courants qui animent les mers et qui sont à la base du climat de notre planète. En effet, les grands courants océaniques redistribuent la chaleur entre l'équateur et les pôles. Ils jouent donc un rôle régulateur dans le système climatique. Pour étudier les océans depuis l'espace, la NASA et le CNES ont conçu Topex Poséidon, un satellite d'altimétrie capable de déterminer le niveau des océans avec une extraordinaire précision. Les performances de Topex Poséidon ouvrent des perspectives encore jamais envisagées.
Observé à l'échelle globale, le niveau moyen des mers peut varier de quelques millimètres à quelques centimètres par an. Dans l'Atlantique Nord, on remarque des tourbillons intenses à l'ouest, mais plus lents à l'est. À l'équateur, on découvre des phénomènes rapides qui se produisent sur de grandes échelles. Par-delà l'étude de la circulation océanique et la surveillance du niveau des mers, les données fournies par Topek Poséidon ont permis d'élaborer des modèles planétaires de marée avec une précision inégalée de quelques centimètres. À partir de ces mesures, il est également possible d'étudier sur de longues périodes de temps l'évolution des vagues. Toutes ces informations sont précieuses pour l'aide à la navigation et la météo marine. Alors, Titouan Lamazou, la mer, ça n'a pas de secret pour vous, puisque je crois que vous naviguez depuis plus de 20 ans. Et vous avez fait 3 fois le tour du monde. La première fois, c'était en 1976 avec Eric Tabarly. Ensuite, vous l'avez fait 2 fois en solitaire et avec une grande victoire, un record battu. C'était en 90 et c'était... Le Globe Challenge. Voilà. Le tour du monde sans escale. Et vous l'avez fait en 109 jours. Alors, un satellite comme Topex Poséidon, est-ce que ça peut aider le marin que vous êtes? On utilise des satellites plus de météo, comme Météosat ou ERS1, qui sont des satellites qu'on utilise dont les données sont plus facilement applicables pour les navigateurs, mais on utilise aussi ce type de satellite, mais ce n'est pas nous directement, ce sont des gens à terre, ce qu'on appelle les routeurs, les météorologues qui sont à terre, parce qu'il faut avoir quand même un équipement conséquent pour pouvoir lire les données qu'envoie Topex. Mais ces données qui sont surtout les houles et les courants, donc ce sont des grands phénomènes, on les utilise un petit peu moins probablement, et c'est moins utilisé que pour la recherche pétrolière ou les choses comme ça. Mais en revanche, on a appris pas mal de choses. Par exemple, surtout là, dans le film, on voit des petits tourbillons. À un moment, c'est le Gulf Stream qui fait des tourbillons, mais c'est très étonnant, parce qu'autrefois, je ne sais pas comment faisaient les navigateurs quand ils allaient dans cette zone, mais c'était, je pense qu'ils ne devaient pas savoir exactement où ils étaient, où ils pensaient que leur estime était fausse, parce que moi, ça m'est arrivé en 86. Donc j'ignorais ce phénomène. En rentrant sur Newport, j'avais traversé cette zone, et j'avais fait 40 nœuds en 1 heure, ce qui est pour les navigateurs, c'est absolument impossible à faire, parce que j'avais été pris dans un tourbillon. C'est d'ailleurs grâce à ces données-là qu'on a retrouvé l'épave de Florence Artaud. Elle avait chaviré dans ce coin-là, et si on avait suivi la logique, c'est-à-dire l'estime, c'est-à-dire les courants de surface, et ce qu'on sait, les vents dominants, l'épave aurait dû dériver par là. En 3 jours, on l'a retrouvée. En fait, elle était complètement à l'opposé, parce que c'était parti dans un tourbillon du Gulf Stream, et les observateurs ont indiqué où devait se trouver l'épave, ce qu'on n'aurait pas pu faire il y a quelques années. Et est-ce que la mer a évolué en 30 ans de navigation? Je ne crois pas, et puis en plus, je crois que pour nous, navigateurs, maintenant ça s'affine dans des endroits où on utilise ce genre de données pour aller plus vite que l'autre, mais surtout on a hérité d'un savoir qui est un savoir empirique avant tout, sur la connaissance des courants et des grands phénomènes qui n'ont pas changé. Toutes les courses qu'on fait autour du monde, les transats, tout ça, on suit toujours de toute façon les routes maritimes ancestrales, c'est-à-dire les routes du commerce d'autrefois, parce que ces courants ont participé à la découverte du monde. Enfin, quand les Occidentaux sont partis à la découverte du monde, ils ont suivi les courants, les ont amenés. C'est pas naturel, je pense que les grands navigateurs se faisaient porter, ils avaient des instruments de positionnement qui étaient quand même assez rudimentaires. Ouais. Alors Titouan Lamazou, le navigateur, il a forcément un regard acéré sur l'océan, il observe les courants, il observe les marées, sinon on fait avec, des problèmes, et puis on fait avec aussi. Oui. Est-ce que votre regard acéré vous porte à dire, parce que c'est le thème de ce plateau, que la Terre, en tout cas la mer, est en danger de par l'intervention de l'homme? Ça, je ne saurais le dire. Je pense qu'il faut mieux s'adresser à des scientifiques qui ont étudié ça, mais je peux exprimer un sentiment personnel là-dessus. C'est vrai que j'ai vu surtout des parties du monde, en tout cas, se dégrader visuellement. Autrefois, quand on naviguait en Atlantique Nord, on rencontrait rarement des containers, des bidons, il y avait moins de flaques d'huile, des trucs comme ça. Quand on allait dans un port, vous avez un merveilleux bateau que vous aimez beaucoup, vous le mettez dans un port une nuit, vous le retrouvez, le bateau est tout noir, il faut le sortir de l'eau, enlever le bitume et des trucs comme ça. Bon, c'est déplaisant, mais je pense, moi, mon sentiment, c'est que je ne sais pas si la planète se dégrade, si les océans se dégradent réellement, ou si c'est uniquement un effet de surface ou qu'on égratigne un petit peu la peau de l'océan. Oui, est-ce que finalement la peau de la Terre, la nature n'est pas plus forte que l'homme? Je crois que
fait mon sentiment, c'est que c'est l'homme qui se détruit avant tout. Je pense que la Terre va s'en remettre, probablement. Hubert, vous pensez, vous, que la Terre va s'en remettre, ou alors que ça va seulement porter préjudice à l'homme? Je crois que c'est toute la biosphère qui est en danger. Finalement, la Terre, elle, ne risque rien. La Terre, c'est une planète rocheuse et elle ne risque rien. Mais quand on voit la dégradation qui s'est produite depuis 1960, 70, 80, 90, on voit bien qu'on ne pourra pas continuer comme ça longtemps. Je pense qu'il faut être très gravement préoccupé de l'avenir de l'humanité et à long terme de l'avenir même de la vie. Il n'est pas impossible que dans quelques centaines d'années, la Terre se retrouve à peu près dans l'état de la Lune aujourd'hui. Ah bon? Certainement, en tout cas, si on continue comme on le fait depuis quelques siècles et surtout depuis une quarantaine d'années. Ah donc c'est sérieux? Je pense qu'il est difficile de sous-estimer l'importance de ce qui se passe en ce moment. André Berger? Mais 1995 a été une année réellement exceptionnelle. Elle l'a été parce que c'est en fait déclaré officiellement l'année la plus chaude pour toute la Terre depuis que nous avons des observations météorologiques, c'est-à-dire depuis une bonne centaine d'années. La deuxième raison pour laquelle c'était une année extrêmement importante, c'est parce que pour la première fois, les modélisateurs du climat ont montré que le réchauffement actuel était au moins en partie dû, avec 95 chances sur 100, aux activités humaines, et en particulier à la consommation d'énergie fossile et au déboisement de la forêt tropicale, de phénomènes liés aux émissions de CO2. Et le groupe d'experts, c'est la troisième raison, le groupe d'experts intergouvernemental chargé d'études du changement climatique a lui remis son deuxième rapport d'évaluation. Et si rien ne change, ces scientifiques, en grand nombre, majorité des scientifiques qui travaillent dans le domaine, prévoit que d'ici la fin du XXIe siècle, la température moyenne de la Terre aura augmenté de 2 degrés Celsius et que le niveau des océans aura augmenté une trentaine de centimètres. Dans le scénario dit rien ne change, tout continue comme ça se passe à l'heure actuelle. Et la quatrième raison, c'est que nous avons essayé, en liaison avec la théorie astronomique des paléoclimats, de regarder si l'impact de l'homme du XXe siècle, XXIe, XXIIe siècle, va garder une mémoire à l'échelle de la théorie astronomique. Eh bien, tous les calculs que nous avons faits ont tendance à montrer que l'homme, par ses activités, aurait une incidence sur l'évolution, modifierait l'évolution naturelle du système climatique tel que nous le calculons à partir de la théorie astronomique, et que cette modification perdurerait pendant au moins une cinquantaine de milliers d'années. Donc c'est loin d'être négligeable. Et est-ce que finalement, il n'y a pas aussi un politiquement correct dans cette histoire? Est-ce que le politiquement correct du moment, c'est pas de dire qu'on court à la catastrophe? Bon, il faut distinguer ce qui serait politiquement correct et de ce qui serait purement scientifique. Et on voit bien, parce que toutes les instances gouvernementales internationales aujourd'hui sonnent le même son de cloche. Donc il serait bien dangereux de supposer que cela n'est que du politiquement correct. Je crois que ce serait extrêmement imprudent. Oui, alors, mais Hubert, puisque l'océan, c'est 70% de la Terre. Donc la Terre, c'est 30%, le calcul est simple. Est-ce que polluer ces 30% de continents suffit à polluer l'ensemble de la Terre, puisqu'il y a quand même l'eau qui nous sauve, qui nous a sauvés depuis le début? On pollue la mer aussi, on n'épargne pas la mer. Alors la mer, est-ce qu'elle est aussi polluée que la Terre? Polluer, ça ne veut pas dire uniquement salir, ça veut dire aussi modifier les cycles. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que c'est la biosphère qui est d'abord et avant tout concernée. Si maintenant on regarde le problème de la pollution industrielle, la pollution plus physique ou la pollution chimique, pas la pollution biologique, c'est vrai que la mer est menacée, mais c'est surtout vrai, comme vous l'avez signalé, que ce sont les côtes qui sont les premières à subir les dégâts de l'activité humaine, parce que c'est par les côtes que la transmission entre la pollution humaine vers l'océan s'effectue. Et donc c'est là qu'on voit surtout les dégâts, et parfois on a tendance un peu à généraliser et à dire la mer est vraiment polluée parce qu'on voit que les côtes le sont de manière extraordinaire. C'est pas tout à fait vrai. Les mesures que l'on fait au sein même de l'océan, dans l'aspect physique et chimique des choses, tente à montrer qu'elle n'est pas aussi polluée que cela. Mais c'est vrai aussi que les ressources en tant que biologie diminuent de manière extraordinaire. On a des espèces qui disparaissent de plus en plus. Dans Rio, il y a le climat, mais il y a surtout la perte de la biodiversité, c'est-à-dire la perte d'une quantité importante d'espèces due à l'action de l'homme, due à l'action directe de l'homme. Et l'océan souffre énormément dans cette... Mais on peut s'imaginer que si un jour il n'y a plus de poissons, eh bien l'homme
va devenir un mutant et il mangera plus de poissons, il mangera peut-être des racines. Optimiste. Parce que l'échelle de temps de l'adaptation n'est pas celle-là. Oui, c'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Ah voilà, d'accord, ça c'est important. La vitesse avec laquelle nous perturbons le système est bien plus grande que celle avec laquelle nous pouvons nous réadapter dans le système. Ah, c'est ça le point. Et c'est ça le problème. Le problème n'est pas la grandeur de l'impact en soi. Le problème, c'est la grandeur de l'impact en un temps bien déterminé. Et c'est là que nous sommes en train de perturber le système, de le secouer. Je prends toujours l'exemple du ressort. Tout le monde sait très bien que si on tire sur un ressort et qu'on le lâche, il se remet à son état d'équilibre initial. Sauf si vous tirez trop fort, vous cassez le ressort, il ne revient plus jamais à sa position d'état initial. Eh bien, le système climatique, l'environnement biologique, c'est un peu la même chose. Si vous tirez trop fort sur le cordon, ben, il cassera. Il y a eu des variations climatiques dans le passé, des périodes glaciaires, interglaciaires, mais à l'échelle de milliers, de dizaines de milliers d'années. Le problème, comme dit M. Berger, c'est là en ce moment c'est trop rapide et la capacité de récupération de la nature est sérieusement compromise. Eh bien, nous espérons au moins que cette émission aura peut-être servi à prévenir tout le monde et qu'on va tous être très vigilants. Alors avant de nous quitter, quelques livres pour que nos spectateurs puissent mieux suivre la vie de la Terre. Alors un livre d'André Berger qui s'appelle Le climat de la Terre et que vous avez écrit il y a combien de temps? En 1992, donc il y a 4 ans presque déjà. C'est tout à fait d'actualité. Des livres d'Hubert Reeves. Dans Hubert Reeves, vous avez écrit beaucoup de livres. Alors il y en a un que j'aime particulièrement qui s'appelle L'espace prend la forme de mon regard. Et c'est intéressant parce que c'est pas tout à fait le scientifique, c'est l'homme. L'homme qui regarde la Terre et qui a une certaine émotion devant cette Terre que vous aimez particulièrement, je crois. Oui. Et un livre très connu, Poussière d'étoiles, sur lequel il y a tout un chapitre qui concerne la Terre, il y a des images magnifiques et ce livre existe aussi en poche. En poche. Et pour finir, alors il y a un petit livre qui n'est pas du tout connu et Titon Lamazou, c'est vous qui m'en avez parlé. Alors, c'est pas vous qui l'avez écrit, évidemment, mais ça s'appelle le guide des étoiles. Parce que, avant d'utiliser les satellites, d'abord, pour la navigation, ce sont les étoiles. Et ça, c'est beau, quand même. Oui, il y a très peu de temps, on faisait le course tour du monde que j'avais fait avec Tabarly en 76, c'était au sextant. Donc, oui. Le sextant, c'est surtout le soleil, mais quand parfois le soleil est voilé, et il se trouve qu'il y a une éclaircie le soir, qu'on voit l'horizon et les étoiles, ou l'horizon et la lune. On fait des points d'étoiles, donc il faut connaître ces étoiles, il faut savoir où elles sont. Et comme quand on navigue en mer, et il y a quand même souvent des belles nuits, où on est de quart, où on passe toute la nuit, 4 heures chacun, et on étudie le ciel, parce que c'est une occupation qui est à la fois utile et puis à la fois passionnante. Et il y a un petit guide qu'on a depuis très longtemps. On passait notre temps avec une petite lampe rouge, on met une toile à spi ou un scotch rouge pour pas être ébloui du bouquin au ciel. Puis on regarde ça, il y a des associations entre les constellations qui permettent de passer de la Grande Ourse à Altaïr, machin, etc. Et on arrive à comprendre le ciel. Et c'est très très bien fait, c'est tout simple. Il n'y a que des petits dessins. Oui, j'ai vu. On peut tous se repérer. Il y a probablement d'autres livres sur les étoiles qui sont très bien faits, mais celui-là, en tout cas, il est... Voilà. Donc la nature, finalement, c'est elle qui nous aide et qui va nous sauver. Donc je vous remercie tous d'être venus et d'avoir participé à ce numéro de Cassiopée. Et dans quelques instants, nous allons retrouver une rubrique qui est chère au cœur de Titon Lamazou. Je sais qu'il suit fidèlement les éphémérides chaque mois. Donc ce sera avec Véronique. Tout de suite, on retrouve le Géo trouve tout de l'astronomie dans la boutique de Cassiopée. Bonjour. Eh bien, ce mois-ci, pour parler de la Terre, j'ai sélectionné des objets assez extraordinaires. Tout d'abord, ce petit globe terrestre, qui peut sembler banal, mais dont l'originalité réside dans son équateur. Celui-ci, en effet, est gradué en heures. Le globe tourne et vous avez là une véritable pendule universelle qui vous indique l'heure dans toutes les parties du monde. On voit que s'il est 19h en France, il est 2h à Pékin ou 10h sur la côte ouest américaine. Autre globe terrestre, celui-ci, c'est un globe tout à fait différent puisque là, nous ne voyons pas les pays. En réalité, ce globe a été réalisé à partir des photographies prises par satellite et nous avons là la Terre en tant que planète du système solaire. Lorsque la Terre tourne précisément autour du Soleil, elle rencontre dans sa course des poussières, des cailloux, des rochers. Lorsque ceux-ci pénètrent dans l'atmosphère terrestre, eh bien, ils s'échauffent, s'enflamment, et nous assistons à un météore, une étoile filante.
Si ces fragments sont assez importants, ils ne se consument pas entièrement et tombent au sol sur notre planète Terre. Ces fragments sont la plupart du temps en l'état de poussière, voire de tout petits cailloux, tel celui-ci qui est fait de nickel. Mais il arrive aussi qu'on trouve des fragments beaucoup plus importants, tel celui-ci qui pèse plusieurs kilos et qui est constitué de fer de nickel et de chrome. Sachez que vous aussi, vous pouvez vous procurer ces météorites. Il y a des spécialistes qui vous en proposent. Alors, pourquoi ne pas en profiter pour commencer aujourd'hui une nouvelle collection ? Les saisons passent. Après l'hiver et son solstice, voici le printemps et son équinoxe. Cet événement aura lieu le 20 mars à 14h55. Vous savez maintenant qu'il y a 2 équinoxes par an, un en mars et un en septembre. Ce sont les 2 moments de l'année où l'hémisphère nord et sud s'unissent pour une égalité totale entre le jour et la nuit, 12 heures chacun. Le 29, entre 1h et 5h du matin, si vous vous munissez d'une paire de jumelles, vous pourrez voir Vesta, la plus grande des petites planètes, dans la constellation de la Balance, entre la Vierge et le Scorpion. Avec une magnitude 6, elle reste difficile à observer, mais cela vaut le détour, car Vesta a été découverte un 29 mars en l'an 1807. Alors, bon anniversaire. Et j'en profite pour vous rappeler qu'il y a plus de 10 000 petites planètes ou astéroïdes semblables à Vesta qui gravitent entre Mars et Jupiter. On raconte qu'il s'agit des morceaux d'une planète qui n'a jamais vu le jour. Dessine-moi un mouton. Le 3 avril, dans la soirée, un très beau spectacle vous attend dans la constellation du Taureau. Vénus, la plus brillante de nos planètes, est venue rendre visite aux Pléiades, les 6 filles d'Atlas, l'homme qui portait le monde. Les Pléiades sont un groupe de jeunes étoiles nées il y a 1 million d'années seulement. Regardez-les. Elles sont encore enveloppées de leur lange constituée de nuages d'hydrogène gazeux. Notons qu'Alcyone, l'étoile principale des Pléiades, se détache du groupe grâce à son éclat qui, dit-on, brille comme 1000 soleils. Pour finir, la même nuit, un phénomène que vous ne pouvez pas manquer sera visible depuis toute la France. La pleine lune va pénétrer dans le cône d'ombre de la Terre à 22h20. 1 heure plus tard, la surface lunaire sera couverte dans sa totalité pendant plus d'1 heure. À 0h10, l'éclipse totale de lune sera à son comble. Et c'est seulement 2 heures plus tard que notre satellite préféré se dégagera complètement de l'empreinte de la Terre. La magie de cette éclipse vous montrera la Lune s'empourprer de teintes rouge brique provoquées par les rayons du Soleil, réfléchis par la Terre. Profitez de ces instants, car une telle éclipse ne se reproduira plus avant 6 mois. Donc, le 20 mars, c'est le printemps. Le 29, zoom sur Vesta, la petite planète de la Balance. Le 3 avril, très belle rencontre entre Vénus et les Pléiades. Et pour finir, une superbe éclipse de lune dans la nuit du 3 au 4 avril. Lune qui sera pleine le 4 à 0h07. Voilà, l'émission est terminée. Vous l'avez compris, au cours des prochains millions d'années, bien des aventures attendent notre vaisseau Terre dans sa croisière à travers l'espace. Mais si l'on y réfléchit bien, le destin final de notre planète est lié à celui de notre étoile, le Soleil. Or, nous, les astrophysiciens, nous avons calculé que dans quelques milliards d'années, le Soleil se mettra à gonfler démesurément et que la Terre surchauffée sera vaporisée. Faudra-t-il alors abandonner le vaisseau Terre à bord de chaloupes spatiales pour émigrer vers d'autres mondes plus cléments? Certains scientifiques ont imaginé une solution encore plus radicale. Transformer la Terre elle-même en vaisseau spatial. Science-fiction encore, mais peut-être réalité du futur. En tout cas, imaginez le gigantesque propulseur qu'il faudrait construire pour permettre à notre planète de quitter son orbite autour du Soleil. Le mois prochain, Cassiopée vous propose une émission spéciale justement consacrée aux propulseurs, mais des propulseurs bien réels qui équipent les fusées d'aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous au centre d'essai de la Société européenne de propulsion.